Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir beginnen mit der Konferenz, mit der Schaltung zum Thema jüdisches Leben in Deutschland. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous commençons maintenant avec notre webinaire, être juif, juive en Allemagne. Et nous commençons avec Madame la comtesse de Rödern, qui est consul à Bordeaux. La vie juive en Allemagne, qu'est-ce que cela veut dire d'être juif ou juif en France ou en Allemagne? Eh bien, tout d'abord, je voudrais saluer chaleureusement le professeur Dr. Nachama, M. Eric Ouizerat, nicht alle Namen nenne. M. David Ranan, et je vous demande de me pardonner si je ne cite pas tout le monde. Je Carsten ne Gorowski, sais pas exactement qui allait participer. Dank. Bonsoir aussi à vous, M. Karsten Karowski, qui vous êtes notre modérateur. Merci à vous tous de rendre notre réunion possible. Weiteren Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui s'intéressent à notre manifestation et qui participent. Nous voulions d'abord faire une réunion avec du présentiel, comme on dit maintenant. Et je voudrais mit meiner dédicacer cette réunion à Elena Weinberg. Elena est allée à l'école primaire avec ma mère qui était née en 1922, mais un jour, Elena n'était plus là et sa chaise était vide dans la classe. Je me demande si ses collègues, les autres élèves, savaient pourquoi elle ne venait plus. J'en doute. Elena est allée avec sa famille en France et elle a survécu à l'occupation allemande et la persécution cruelle des Juifs. meiner Zeit als Dans les années 90, je l'ai rencontrée, j'ai fait sa connaissance. Moi, j'étais conseillère pour les affaires économiques à l'ambassade à Paris et elle ne parlait pas beaucoup des circonstances qui lui avaient permis de survivre sous ces conditions pénibles. Mais elle était très contente que le contact avec certains de ses camarades de classe avait été rétabli et je l'ai également invitée à la réception que j'ai donnée au moment où j'ai quitté l'ambassade. Weltkorrespondenten Et August je n'en Graf croyais pas mes yeux lorsque je l'ai vu en conversation animée avec le correspondant du journal Die Welt, August Kuhn de Klageneck, qui avait été dans la cavalerie allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant les 2 années que je travaille ici à Bordeaux en tant que consul général, j'ai participé à un grand nombre de manifestations de commémoration bouleversantes et très émotionnelles. Ce qui m'a touché le plus, c'était dans un discours où j'avais demandé pardon pour les crimes commis par les Allemands, où j'ai rencontré un vieux monsieur de 97 ans qui avait survécu à Dachau et qui me demandait la permission de me prendre dans ses bras. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Mais ces commémorations m'ont également montré à quel point il est important de maintenir le souvenir de ces exactions cruelles vivaces, comme avertissement pour l'avenir afin que les générations futures puissent également grandir en paix. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres crimes à cause de la religion ou du sexe ou de la race, mot qui va être éliminé dans notre loi, dans notre constitution. Peu importe les prétextes, il ne faut pas que tout cela permette de commettre d'autres crimes. Et nous venons de le voir avec les attaques islamistes qui viennent d'avoir lieu en France et en Autriche. Cela nous montre à quel point nous sommes toujours vulnérables. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis maintenant d'une manifestation très intéressante et je laisse la parole à Monsieur Karsten Kurowski, notre modérateur. Merci. Je vous remercie, Madame la consul générale. Et je suis très contente de pouvoir structurer un petit peu cette manifestation. Je suis publiciste franco-allemand, j'ai fait des films documentaires et dans mon dernier travail, je me suis penchée sur la relation entre l'État et les religions. Et c'est aussi le sujet qui sera le nôtre bientôt et notre premier intervenant va parler à ce sujet-là. C'est Monsieur le professeur Dr. Andreas Nachama,
rabbin à Berlin, vous êtes président de la conférence des rabbins, vous êtes président du conseil de coordination pour la coopération entre les juifs et les chrétiens. Vous étiez autrefois le directeur de l'exposition Topographie de la terreur, le parcours qui existe toujours à Berlin. Et je pense qu'il y a 15 étapes en tout qui montrent comment le système des nazis a fonctionné. Et évidemment, vous êtes aussi quelqu'un qui forme des rabbins. Nous allons y revenir plus tard. Les autres invités, je vais juste citer leurs noms brièvement afin que vous voyez tous qui est ici avec nous. Il y a le docteur David Ranan, né en Israël, publiciste, Sciences Po. Il est également connaît très bien le monde bancaire, financier. Il vit à Londres et il connaît très bien ce monde. Ensuite, il y a André El-Kaïm. Elle est la présidente du Maïbrit, la loge Michel de Montaigne, c'est la loge locale ici à Bordeaux. Et elle va se prononcer également par rapport à la vie juive, si je veux dire, en France. Il y a Eric Wieserat, qui est cardiologue à Bordeaux, président du consistoire juif de la ville. Il va évidemment réagir à ce que nous allons entendre de la bouche de M. Nahama sur les relations, les conditions en Allemagne, et vous allez parler des conditions en France. Et ensuite, il y a M. Samuel Amiel, qui est au fond quelqu'un qui représente le parti pratique des relations franco-allemandes. Vous avez été actif à Bordeaux, vous avez participé à cette action des Stolpersteine. Les Allemands savent très bien ce que c'est et on va l'expliquer tout à l'heure en français. Les pierres d'achoppement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui maintient vivant le souvenir de la Shoah. En 1975, nous sommes à 75 ans après la libération d'Auschwitz. Le 9 novembre 38, c'était la nuit, la soi-disant nuit de cristal. Donc, nous avons beaucoup de raisons pour réfléchir à la vie des Juifs en Allemagne. Le président de la République, M. Steinmeier, a lancé un appel il y a quelques jours et il a dit que c'était très important que des tendances que nous constatons aujourd'hui, l'antisémitisme, des vilaines choses qui remontent à la surface. Vous vous souvenez l'attentat de Halle de l'année dernière, des recrudescences d'attaques et de manifestations antisémites. Et donc, le président de la République a fait une manifestation avec les Autrichiens aussi en disant que ce genre d'agression ne doivent jamais rencontrer l'indifférence. Chaque fois que nous sommes témoins de telles tendances que l'on peut constater également dans les réseaux, dans la police même, chaque fois que nous sommes témoins de cela, nous devons veiller à ce que cette indifférence qui a fait qu'en 1938, il n'y a pas eu de protestation, pas de réaction à la nuit de cristal, à la nuit des pogroms, que tout ceci ne puisse pas se reproduire. Le professeur Nahama vit à Berlin, il y vit depuis longtemps déjà. Il a un fils qui vit en Allemagne et il est impliqué très fortement, plus que n'importe qui, presque dans la vie juive. Mais tu as dit, antisemitische Tendenzen eher in den Medien, fährt il darüber aus. constate plutôt plus les réactions antisémites dans les médias. Et il dit qu'à Berlin, il vit plutôt tranquillement, sans se faire attaquer. Et je sais que le professeur Nahama a préparé quelque chose et je lui laisse volontiers la parole. Merci pour ces aimables propos introductifs. En Allemagne, il y a à peu près 100 000 juifs organisés dans des communautés.
comme vous l'avez dit, dans la vie au jour le jour, tel ou tel est confronté à de l'antisémitisme dans sa vie professionnelle, dans son voisinage. Je ne fais pas ce constat à titre personnel, mais cela vient peut-être aussi de ma notoriété et que de toute façon, je peux être confronté à ce genre de choses. Chez les quelques 100 000 juifs organisés dans des communautés, il y en a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers qui ne font pas partie d'une communauté et qui assument pourtant une identité juive. Et peut-être ce sont parfois des Israéliens, et donc ils sont tout à fait perçus comme des Juifs dans la société. En Allemagne, depuis la République de Weimar, il y a séparation de l'Église et de l'État en Allemagne. Il y a de nombreux contacts entre les communautés religieuses et les structures publiques. Pratiquement tous les Länder ont conclu des conventions, des accords avec les communautés juives. Et par exemple, les communautés reçoivent des subventions pour l'entretien des synagogues ou des cimetières, tout comme les églises. D'autre part, l'État perçoit un impôt sur les synagogues, un impôt ecclésiastique en échange d'une redevance et apporte son soutien à des organisations caritatives comme Caritas ou la diaconie dans les églises ou bien l'Agence centrale d'assistance sociale auprès du Conseil central des Juifs. En revanche, pour les communautés musulmanes, il n'y a pas de structure globale qui fédère, il n'y a pas de fédération comme dans l'Église en évangélique ou comme chez les catholiques. On essaye d'obtenir cela de la part de la communauté musulmane, mais il y a des petites communautés musulmanes et pas d'organismes fédérateurs. C'est vrai que lorsqu'il y a un organisme chapeau, l'avantage pour l'État, pour le gouvernement, c'est d'avoir un véritable interlocuteur. C'est le Conseil central chez les Juifs, par exemple. Le responsable des cultes dans le gouvernement, c'est le ministre de l'Intérieur. Ça permet d'avoir un échange très vif, animé, riche, et ça permet de discuter sur un pied d'égalité. D'autre part, il y a des chaires en théologie dans les universités, ce qui permet un véritable contrôle de qualité au niveau des universités. Les religieux qui ont abandonné leurs fonctions ont passé un examen reconnu par l'État et peuvent ensuite exercer dans différents métiers. Par ailleurs, la séparation entre l'Église et l'État fait que les symboles religieux ne sauraient en aucun cas être visibles chez celui qui exerce une mission régalienne, que ce soit un policier, il n'a pas le droit de porter une croix ou une kippa, ou une femme n'a pas le droit de porter un voile. Et on voit clairement que l'absence de structure chez les musulmans est un manque qu'il faudrait combler. Alors, très récemment, il y a un accord qui a été conclu entre le Conseil central et le gouvernement central, accord qui a été approuvé par le Bundestag, par le Parlement allemand. Et il y aura donc également des aumôniers militaires juifs, des rabbins militaires qui pourront opérer dans l'armée auprès des soldats. Donc, on voit que les choses sont évolutives, tout n'est pas figé, mais le rapport avec les institutions publiques, c'est une chose, et la situation dans la société est une autre chose. Alors, malheureusement, je lis presque tous les jours dans les médias qu'il y a des incidents ou des accidents antisémites. Je le déplore vivement, malgré la bonne organisation dans laquelle tout cela s'inscrit.
Alors, c'est une vision très intégrative que vous portez sur la situation en Allemagne. On aura certainement l'occasion de revenir à différents points, par exemple la formation de rabbins à Potsdam, parce que c'est un aspect très intéressant de la coopération entre l'Église et l'État et que vous accompagnez, mais comme David Ranan a bien voulu participer à cet échange, on va peut-être passer à une vision un peu analytique qui concerne les communautés juives en Allemagne. Il y a à peu près 250 000 juifs en Allemagne, dont 95 000 sont organisés dans des communautés, comme vous l'avez rappelé. Alors, en France, la situation est différente. En France, on pense qu'il y a à peu près 600 000 juifs, principalement dans les grandes agglomérations comme Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse. Et sur les 600 000, il y en a quelques 130 000 qui sont organisés dans des communautés. Voilà, grosso modo, les participants actifs, les membres actifs des communautés. Donc, si l'on voit cette dimension, on sait qu'on a affaire à une évolution historique depuis la Deuxième Guerre mondiale, où ces communautés ont vu leur nombre s'étioler de plus en plus, et avec différents déplacements de population, ces communautés ont regagné par la suite. Alors, Monsieur Ranan, vous avez une vision analytique, vous faites un petit peu une rétrospective sur ce qui s'est passé depuis 50 ans, et dans un article paru dans Haaretz, nous avons vu le rôle méta-historique que la communauté juive s'est assignée en Allemagne, et vous avez eu un traitement un peu polémique de cette réalité. Vous pourriez peut-être nous donner un peu votre façon de voir les choses. Ah, vous parlez de polémique, grand Dieu. Bonsoir et merci de m'avoir invité à cet échange. Alors, tout d'abord, quelques mots sur l'origine. Mes grands-parents ont quitté l'Allemagne en 1933 avec leurs enfants pour aller en Palestine. C'est là où je suis né et j'ai grandi en Israël. Moi, comme la plupart des Juifs dans le monde, j'ai grandi avec une incompréhension totale devant le fait que des Juifs aient pu choisir l'Allemagne comme pays pour s'y installer après la Shoah. Alors, moi qui suis un semi-outsider, qui suis chez moi en Israël, en Angleterre, en Allemagne, j'enseigne à l'université à Londres et à Berlin, comment est-ce que je perçois la vie juive en Allemagne? Je vais prendre 4 citations. En septembre 2019, Arte a passé un documentaire sur la vie des Juifs en Europe. Les deux réalisateurs sont allés dans des communautés dans différents pays, notamment la France. Et ma première citation vient de ce film. Là, une réalisatrice juive allemande déclare, et je cite, « Ce que l'on peut constater après être allé en France, c'est qu'en Allemagne, on a un autre rapport au judaïsme. C'est beaucoup moins évident dans la façon de vivre, dans la façon de penser. En Allemagne, l'Holocauste, la Shoah est une épée de Damoclès au-dessus de chaque juif. On ne saurait l'oublier. En France, et c'est mon sentiment, on vit beaucoup plus dans le temps présent. Je crois que le judaïsme en France est un judaïsme beaucoup plus libre et orienté sur l'avenir que le judaïsme en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration a fait suite, est venue après Sarah Halimi, après l'hypercacher, après Mireille Knoll, après Nice, après Marseille, après tous ces attentats. Et pourtant, cette femme juive, née et vivant en Allemagne, elle envie la vie des Juifs en France. Pourquoi est-ce qu'elle les envie? Parce que tout va de soi. Tout est une évidence. Sans le vouloir, cette réalisatrice juive allemande, dans sa déclaration,
a finalement formulé un grand j'accuse. Ce qu'elle accuse, c'est sa propre société avec toute une structure malsaine. Pour comprendre comment on en est arrivé à cette structure, à ce modèle de coexistence, pour comprendre où en sont l'Allemagne et les Juifs d'Allemagne aujourd'hui, il faut revenir au début de la vie juive en Allemagne, dans la République fédérale, la jeune République fédérale. Dans les premières années après la guerre, on comptait en Allemagne quelques 15 000 Juifs d'origine d'Europe de l'Est et un petit nombre de Juifs allemands. Les membres de cette petite communauté étaient considérés comme des parias dans le monde juif. Les Juifs en dehors de l'Allemagne n'arrivaient pas à comprendre comment un Juif pouvait vivre en Allemagne, l'Allemagne où il y avait encore quantité de nazis, comment on pouvait choisir cette patrie. On ne le comprenait pas. Donc eux et leurs représentants ont longtemps été boycottés par le monde juif. Au début des années 50, pour pouvoir surmonter leur propre malaise, les petites communautés juives se sont donné un rôle imaginaire. Elles se sont convaincues et convaincu leur communauté qu'elles étaient une sorte de médiateur entre la Nouvelle-Allemagne et Israël ou entre l'Allemagne et l'ensemble des Juifs du monde. Ils se voyaient dans ce rôle de médiateur. Mais c'était une invention pure et simple. Mais les gouvernants allemands, ce récit leur convenait. Konrad Adenauer, longtemps chancelier, premier chancelier de la République fédérale, a estimé que pour consolider les relations avec les États-Unis, qui étaient importantes pour la République fédérale, que pour cela, il fallait avoir de bonnes relations avec le peuple juif, par exemple à travers un accord de réparation, et que ceci serait utile, pensait Adenauer. Alors, on s'est souvent qualifié de préjugés antisémites. Néanmoins, à ce jour, un certain nombre de responsables politiques allemands estiment que les organisations juives peuvent être utiles dans le lobbying aux États-Unis, par exemple. Ce qui m'amène à mes deux prochaines citations. La première est du président du Conseil central des Juifs en Allemagne, qui dit, et je cite, on ne peut faire de plus beaux compliments à l'Allemagne que de constater que tant de Juifs ont de nouveau confié leur destin à ce pays. Alors, combien d'Allemands partagent ce sentiment, c'est une autre question. D'autre part, autre citation d'un président fédéral allemand, et je le cite, il est dit « Nous sommes heureux et reconnaissants qu'il y ait des Juifs qui vivent en Allemagne, qu'il y ait des communautés vivantes, qui prospèrent, qui se développent. » Fin de citation. Ces citations ne sont pas des déclarations isolées de responsables politiques allemands ou de représentants de la communauté juive. Ces déclarations se répètent régulièrement et caractérisent cette relation telle qu'elle est apparue très tôt dans la République fédérale avec ces petites communautés juives de l'Allemagne après la Shoah. Alors, comme vous allez le voir dans ma quatrième et dernière citation, l'idée initiale d'origine que les Juifs en Allemagne ne sont pas des citoyens allemands comme tout le monde, mais jouent un rôle particulier, cette dernière citation ne le conteste pas. Celle qui s'exprime est une actrice éminente de la communauté juive en Allemagne qui a déclaré, je cite, « Chaque génération depuis la fin de la guerre a rempli une certaine fonction. » Pour le gouvernement fédéral, les Juifs étaient très importants pour être admis dans la communauté des nations. La façon de traiter les Juifs montrait au monde entier à quel point l'Allemagne était un pays démocratique. Ma génération avait une autre fonction. Nous avons vraiment
fait avancer cette façon de se confronter au passé de l'Allemagne. Et le moment est venu de demander quelle est l'importance, aujourd'hui encore, des Juifs en Allemagne. Le judaïsme actuel, la plupart des Juifs russes ne viennent pas de la Shoah, ils ont une autre mémoire, mais il faut qu'ils gardent la mémoire à l'avenir. Je ne vois pas encore où cela nous mènera. Fin de citation. Et là, vous pourriez me demander qui cela peut-il déranger? Qu'est-ce que ça peut faire si la petite communauté juive, 150 000 ou 250 000 sur un pays de 80 millions d'habitants, si cette petite communauté juive veut s'assigner un rôle et si les politiques allemands vont dans ce sens, à qui cela fait du tort? La réponse, vous la trouvez dans la déclaration de la réalisatrice juive allemande de la première citation, qui disait qu'en Allemagne, on traite autrement le judaïsme, que le judaïsme est moins évident, aussi bien dans la façon de penser que dans la façon de vivre. C'est différent. Il y a une altérité. Le gouvernement allemand traite la communauté juive comme un précieux trésor qu'il faut soigner, qu'il faut protéger. On essaye de répondre à toutes ces attentes, à tous ces souhaits. Et c'est ce que réclament les organisations juives. Mais ce qu'ils ont réussi collectivement, c'est à créer un biotope artificiel dans lequel se pratique la vie juive. Il ne se passe d'années où un responsable politique allemand ne nous remercie pas, nous juifs, de vivre en Allemagne. Mais moi, je ne voudrais pas que mes enfants ou mes petits-enfants grandissent dans cette idée et aient le sentiment qu'ils rendent un service à leur pays. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose de spécial et qu'ils ont droit à une gratitude ou à un traitement particulier. Et pas non plus que, en tant que juifs, ils ont une mission dans la société. Ce n'est pas ainsi qu'on peut conduire une vie normale. Si cela n'est pas possible, et s'ils ne peuvent pas être comme les autres, ils doivent partir. Monsieur le modérateur, vous vouliez un propos polémique, vous l'avez eu. Merci beaucoup, Monsieur Hanan. Alors, avant de demander à Monsieur Nahama de réagir, je pourrais ajouter quelque chose, parce que dans le nouvel ouvrage de l'ancien directeur du musée juif, Monsieur Peter Schaeffer, on peut lire dans la conclusion, compte tenu du fait qu'on ne peut pas tirer un trait final, on pourrait se retrouver avec une routine stérile, une sorte de ritualisation religieuse qui figerait cette relation entre les Juifs en Allemagne et l'État allemand. Et il vise également les politiques lorsqu'il parle de cette relation ritualisée avec la communauté juive. Monsieur Nahama, vous voulez certainement réagir à cela. Oui, c'est une description qu'on peut faire. Ce n'est pas mon univers, mais c'est peut-être une description du monde dans lequel je vis. Mais je ne fais pas la même expérience, je n'ai pas la même perception. Donc, je n'ai pas vraiment d'argument contraire. Mais moi-même, je ne me percevais pas dans une telle situation. Et je dirais, ce sont deux façons de voir une même réalité, deux visions très différentes. L'un n'a pas raison, l'autre n'a pas tort. Ce sont deux visions qui coexistent. Monsieur Awizerat, lorsque vous entendez ces échanges, ça vous amène à quelle réflexion? Oui, bonjour et merci de me recevoir. Bon, merci à Madame la Consul et au Goethe Institut d'avoir organisé cette rencontre. Alors évidemment, je ne vais pas être original en disant que là où il y a 3 juifs, il y a 4 avis. Donc évidemment, je ne partagerai peut-être pas l'avis de Monsieur Hanan et je comprends un petit peu les
l'interrogation et la remarque de M. Nachama. Tout simplement parce que, d'abord, j'apprécie beaucoup, et nous l'avions reçu récemment à Bordeaux, M. l'ambassadeur, et en général, les options du gouvernement allemand qui font un travail par rapport à leur histoire, bien entendu. Et c'est vrai que parfois, je tenais à leur dire ma reconnaissance de ce travail, qui parfois a quelques moments de retard en France. Nous aurions pu aussi, nous avons eu quelques difficultés à mettre en place ce travail où on a apprécié plus ou moins les interventions des différents gouvernements, et on se souvient de l'intervention de Jacques Chirac à l'époque. Mais je ne vais pas faire l'historien, et c'est vrai que cette intervention avait été appréciée et a permis à la France de faire ce travail. En ce qui concerne la communauté de Bordeaux, laquelle je ne connais bien entendu, je pourrais revenir sur l'historique qu'a évoqué, enfin sur le mode de constitution de la communauté française qu'a évoqué monsieur, pour la comparer avec M. Nachama et l'Allemagne. Évidemment, nous sommes, comme vous le savez, confédérés sous la forme d'un consistoire depuis Napoléon. Nous avons évidemment des grosses communautés, vous les avez citées tout à l'heure. Je ne dirais pas que Bordeaux est une petite communauté, puisque j'en suis le président, mais je dirais en tout cas que c'est une communauté moyenne, d'importance moyenne, qui vit relativement bien son judaïsme, comme la plupart des communautés en France, sauf que depuis quelques années, bien entendu, nous sommes soumis à des vagues d'antisémitisme. Et si je parle de vagues, c'est que nous avons des bons moments, des moins bons moments et des moments très difficiles, bien entendu, vous l'avez rappelé avec les différents attentats. Sur Bordeaux, nous avons mis en place plusieurs éléments, si c'est les points sur lesquels je me permets d'intervenir, puisque je les connais mieux que d'autres. Mais c'est vrai que nous avons, avec l'histoire de la synagogue de Bordeaux, par exemple, qui a été dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a vu traverser, qui a été transformée en prison à 2 reprises, en janvier et en juillet 1944, nous avons mis en place un système de connaissance de l'autre et d'éducation en recevant très souvent des écoles. Je reviendrai sur le problème scolaire tout à l'heure, mais aussi nous avons mis en place dans cette synagogue ce qu'on appelle une paroi des noms, tout simplement pour rappeler que nous avions 1665 personnes qui à l'époque avaient été déportées et 500 avaient traversé et passé quelques jours dans cette synagogue de Bordeaux. Le fait que ces personnes-là, dont on a mis le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro du convoi, simplement pour rappeler qu'à l'époque, ils étaient des personnages vivants qui avaient leur profession, leur famille, et cela nous permet d'avoir un moyen d'échanger avec les très nombreux visiteurs que nous avons au sein de la synagogue. Et puis, nous avons aussi des interventions au niveau des établissements scolaires. Et là, on se retrouve, si vous voulez, avec une problématique qui est le problème, comme vous le savez, de la laïcité dans les écoles. Et il est toujours très compliqué d'expliquer le fait religieux dans une école. Et nous l'avons vu malheureusement avec ce qui s'est passé au niveau du professeur Paty récemment, qui n'a pas pu aborder certains sujets dans des circonstances sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais il y a d'autres moyens d'intervenir au niveau de la pédagogie et de la scolarité. C'est le travail qu'a fait, par exemple, dans un petit village qui s'appelle Teuillac, l'ancien maire, qui a tout simplement raconté l'histoire d'une famille qui s'appelait Teitel, qui est passée par la synagogue au moment de la déportation, mais qui était tout à fait intégrée comme des ouvriers agricoles dans le village de Teuillac. Et puis, ce maire, qui s'appelle Alain Ponce, a repris l'histoire de cette famille et il l'a expliqué à tous les élèves de l'école, qui aujourd'hui s'appelle l'école Rachel Teitel. Et je pense que le moyen de l'éducation des enfants, la pédagogie des jeunes, des enfants plus ou moins jeunes, est un des moyens essentiels aujourd'hui de lutter contre cet antisémitisme. Alors l'antisémitisme, il est très variable au niveau de la France. Vous l'avez vu, c'est souvent l'assimilation avec des conflits souvent extérieurs où la communauté juive française n'a rien à voir, mais c'est aussi la méconnaissance de l'autre, et je reviens donc sur l'intérêt de la pédagogie. Par rapport à ce qu'a dit M. Nechama tout à l'heure, effectivement, les amis musulmans, je dis bien amis parce que sur Bordeaux, nous avons créé une structure qui s'appelle Bordeaux Partage, qui est le mélange et la réunion, les réunions régulières des différents cultes. Et nous avons évidemment d'excellentes relations avec nos amis chrétiens,
mais aussi avec l'imam Tarek Obrou, avec nos amis protestants ou nos amis bouddhistes. Et l'imam Tarek Obrou, effectivement, se retrouve devant une problématique tout à fait simple, c'est qu'il ne représente pas tous les musulmans de la communauté musulmane bordelaise. Et comme vous le savez, cette communauté musulmane, comme peut-être en Allemagne, je ne sais pas, mais est très diversifiée selon leurs origines, évidemment, et tout cela fait la difficulté du gouvernement français qui essaie de confédérer avec le CFCM musulman qui ne représente pas tous les musulmans de France. Enfin, un dernier point sur lequel, pour ne pas être trop long, sur lequel je voulais insister, c'était la formation également. Vous avez parlé des aumôniers. On parle des aumôniers des hôpitaux. Et effectivement, il a créé à l'Université de Bordeaux un diplôme permettant d'aborder tous les problèmes de laïcité et de formation de ces imams ou de ces aumôniers israélites. Je pense que là aussi, on a des messages à faire passer. Et dernier point, je regrette qu'on ne soit pas un petit peu en Allemagne, et juste pour donner cette information à M. Nachama, c'est qu'il y a vraiment une séparation entre les cultes et l'État, et que malheureusement, nous n'avons pas notre religion marquée sur la carte d'identité. Je ne dis pas que ça me manque de ne pas avoir ma religion marquée sur la carte, mais je pensais en tant que président et gestionnaire à la subvention que vous recevez. Nous n'avons pas de subvention de l'État, sauf pour la mise en place de moyens de sécurité au niveau de nos lieux de culte, mais donc nous vivons uniquement avec des dons et cotisations. Voilà un petit peu les éléments pour vous dire un petit peu le sentiment aujourd'hui que nous avons. Ce n'est pas un sentiment de sécurité, nous vivons notre judaïsme, nous sommes aussi sur nos gardes avec des moyens de sécurité importants. J'ai parlé récemment avec des responsables de notre sécurité au niveau national. Ils me disaient que malgré le confinement, il y avait encore des actes antisémites. Et que dire, ce n'est pas original si je dis que les réseaux sociaux, durant ces périodes de confinement, n'ont fait qu'acutiser et qu'exagérer et qu'accentuer ces problèmes d'antisémitisme. Voilà, merci de m'avoir accordé la parole. Vielen Dank, Dr. Aouizerat. Merci beaucoup, Merci Dr. beaucoup. Aouizerat. Alors, j'ai maintenant le problème très agréable, c'est que je peux maintenant faire le choix entre quantité de suggestions intéressantes qui ont été formulées. Nous souhaitons que les spectateurs et auditeurs puissent participer. Donc, nous allons d'abord transmettre une question qui s'adresse à Monsieur Ranan, posée par quelqu'un qui suit cette conférence sur Internet. Oui, bonjour. Je voudrais transmettre une question de Monsieur Hanfried von Hindenburg, qui se sent directement interpellé par les questions de Monsieur Ranan. Et il demande comment est-ce que l'on pourrait remédier à ces situations artificielles. Comment pourrait-on arriver à une situation et à une relation plus naturelle? Si tant est que cela soit possible, il faut que l'initiative vienne des Juifs. Ce qui n'est pas possible, c'est que les non-juifs demandent qu'on tire un trait final, parce que ça sera interprété comme de l'antisémitisme. J'estime qu'il appartient à la communauté juive et que cela fait du tort à la communauté juive, que cela fait du tort à Israël et que ce serait dans l'intérêt des Juifs d'obtenir et de forger une vie différente pour les Juifs en Allemagne. Bon, c'est toujours un petit peu une question de chance. Est-ce qu'il y aura un jour des dirigeants de la communauté juive en Allemagne qui auront une vision différente, qui ne penseront pas que leurs membres ont une mission, ont un rôle à jouer? Alors, ni la mémoire de la Shoah, ni le traitement du passé n'est un sujet qui intéresse la majorité de la population allemande. Ce n'est pas un problème qui interpelle les Juifs qui vivent en Allemagne, mais qu'ils se soient assignés cette mission est une erreur de raisonnement. Et donc, il n'y a que les Juifs qui peuvent rétablir cette situation.
Monsieur Nahama, Monsieur Ranan, ou Monsieur Nahama, j'avais l'impression que pour vous, le problème n'est pas aussi aigu. Ah. Celui qui parle le plus fort, c'est celui qu'on entend le moins. Je ne suis peut-être pas tout à fait du même avis que Monsieur Ranan, que les 100 000, les 250 000 juifs veulent sans cesse invoquer le passé, la Shoah, l'histoire. Il y a peut-être certains porte-paroles que l'on entend un peu trop et qui avancent ces arguments. Alors, si vous me demandez quand les relations entre les Juifs et les Allemands non-juifs, quand cette relation sera normale, bah, personne ne pose cette question. Et tant qu'on a une discussion comme celle-là qui ne s'inscrit pas dans un contexte comparable à d'autres communautés religieuses, donc tant qu'on posera cette question, on ne sera pas arrivé à une normalisation. Moi, j'ai une réaction plutôt de sérénité. Et je ne pense pas que l'enseignement de la Shoah ait été mon rôle principal comme auteur de la topographie de la terreur. J'ai travaillé sur la motivation des bourreaux et je crois que ce n'est qu'à travers ce regard holistique sur l'histoire du national-socialisme, en ne se limitant pas à la Shoah, mais également les autres persécutions, également l'abandon de toute structure légale. Ce n'est que si l'on met en avant ces questions, ces thèmes-là, que l'on arrive à avancer. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie professionnelle et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons, dans une année normale, 1 million de visiteurs qui viennent voir cela, parce que ce n'est pas de la propagande. Cela ne demande pas aux visiteurs de s'agenouiller, non, ils regardent ce qui est exposé, ils voient qui étaient les bourreaux, ils voient les enseignements que l'on peut tirer pour le temps présent. Donc moi, je suis plutôt serein, mais je sais que les autres positions existent aussi et j'arrive très bien à vivre avec ces autres positions. Alors, Madame El-Kaïm doit partir dans un quart d'heure et donc j'aimerais qu'elle nous dise ce qu'elle a à dire à ce sujet. Et Erika Wiserat évoquait cela déjà tout à l'heure. Qu'est-ce que dans vos responsabilités vous pouvez faire pour que les jeunes, pour que les élèves comprennent l'importance qu'il y a à s'intéresser à la vie des Juifs en Allemagne, en l'espèce en France. Ce qui inquiète M. Aouizerat, par exemple, c'est qu'il n'y a plus de classes d'élèves qui vont dans les synagogues, par exemple. Madame El-Kaïm, microphone. Il faut activer votre microphone. Voilà. Oui, bon, Monsieur Aouizerat a beaucoup parlé de Bordeaux. Il a présenté effectivement différents aspects de Bordeaux. Oui, moi je serais plutôt, j'aurais plutôt tendance à vous parler de effectivement ce qui se fait peut-être au niveau de l'éducation des jeunes de façon générale, mais bon, à Bordeaux, les actions que nous faisons en direction des écoles, des établissements scolaires en général, bon, qui se sont certes actuellement arrêtés avec la crise que nous connaissons, mais également avec justement Monsieur Aouizerat, nous avions monté un projet
d'intervention de certains enseignants, pédagogues, qui venaient directement de Yad Vashem et que nous avons accompagnés dans différentes classes pour présenter la Shoah, mais de façon très, très particulière, pas de façon dramatique en parlant de la Shoah elle-même, mais en parlant justement de jeunes qui ont été cachés, qui ont changé d'identité, etc. Et de cette façon, c'était beaucoup mieux reçu par les élèves. Par ailleurs, personnellement, en tant que présidente du Bnei Brit, nous travaillons énormément, bien sûr, avec toutes les loges nationales. Je pense qu'à Berlin, vous devez avoir également des loges Bnei Brit, qui sont sûrement très actives dans le domaine, justement, de l'antisémitisme et qui interviennent dans ce domaine-là. Et à ce propos, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, un ouvrage qui est édité par le Bnei Brit, le livre blanc européen pour la citoyenneté et contre l'antisémitisme. Et bon, il a été réactualisé et nous reprenons tous les pays européens et nous étudions un peu l'évolution justement des Juifs et de l'antisémitisme. Par ailleurs, bon, pour revenir sur Bordeaux, il y a une petite école juive qui n'est pas très développée. C'est une école primaire uniquement juive et qui fait un excellent travail justement d'éducation pour les enfants. Simplement, il n'y a pas assez de familles et de jeunes qui viennent dans ces écoles et qui préfèrent aller plutôt dans des écoles privées maintenant de plus en plus, qui quittent le système scolaire public où ils se sentent très mal à l'aise, quelquefois attaqués dans leur identité et qui préfèrent aller dans des écoles privées. Que vous dire d'autre? Bon, j'ai été moi-même enseignante dans des établissements publics essentiellement, enseignante et puis ensuite personnel de direction. Si je dois parler de mon expérience propre, à aucun moment je n'ai souffert d'attaques antisémites ou autres. J'ai toujours été respectée dans mon identité. Merci, Madame El-Kaïm, pour ce témoignage. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick auch in Merci pour ce témoignage et sur votre propre expérience. Alors, ce que nous observons maintenant en Allemagne et notamment à Berlin, c'est une situation de confrontation, notamment dans le domaine scolaire, dans les quartiers où on trouve dans les mêmes écoles des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et là où le problème est très aigu, c'est par exemple lorsqu'il y a eu la minute de silence pour l'enseignant français qui a été décapité. Il y a eu des perturbations de cette minute de silence. Et pour les enseignants, c'est très compliqué parce qu'ils ont un rôle d'intégration, ils ont beaucoup de mal à jouer leur rôle et leur mission. On pourrait peut-être donner la parole à Samuel Amiel, qui est très actif dans ce domaine. Il s'occupe des jumelages franco-allemands, notamment avec sa commune. Il a fait installer des pierres d'achoppement à Bordeaux. Quelle est votre
intention. Vous connaissez bien l'Allemagne, vous avez un master de civilisation allemande. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, je vous remercie de l'invitation tout d'abord. Effectivement, j'ai participé en 2017 au projet Stolperstein avec Gunther Demnig et avec l'université Bordeaux-Montaigne. Nous étions une promotion qui avons travaillé activement pour poser 10 pierres d'achoppement, 10 pierres mémorielles, et pour une famille juive qui s'appelait la famille Baumgart, qui résidait à Bordeaux et notamment aussi pour des résistants qui étaient allemands et aussi pour une famille communiste dans la commune de Bec, dans la périphérie de Bordeaux. Notre intention était de renouveler un peu la question mémorielle, parce que la question mémorielle évolue avec le temps, évolue avec les générations. Aussi, on pense qu'elle doit être aussi consensuelle, partagée de tous et pas, comment dire, partagée par le plus grand nombre possible. Et ces pierres de la mémoire, par le biais de Gunther Demnig, avaient un intérêt surtout sur le plan, comment dire, sur le fait que les personnes qui ont souffert de la déportation, notamment les personnes de la communauté juive, avaient un lieu de vie et ont été, voilà, avaient comment dire, il faut ramener aussi l'humanité des personnes qui, avant la déportation, avaient vécu à un endroit, et c'est aussi rappeler aux personnes, dans le plus profond de leur intimité, que ces personnes ont vécu à cet endroit. Donc selon moi, il est important de pouvoir continuer un travail mémoriel, tout en continuant aussi à continuer d'établir comment dire, les bonnes relations entre la France et l'Allemagne aussi, parce que c'est important avec la construction européenne de nos jours de continuer à partager la mémoire, de continuer à se souvenir de ce qui s'est passé pour mieux construire l'avenir avec nos partenaires, et aussi de pouvoir créer une mémoire consensuelle, une mémoire qui permette de faire prendre conscience aux jeunes générations, sans pour autant apporter, par exemple pour les Allemands, c'est le sentiment de culpabilité qui a pu naître dans les années 80, pouvoir être le plus factuel possible tout en étant voilà, tourné résolument vers l'avenir. Selon moi, c'est très important. Vielen Dank, Samuel Amiel. Merci beaucoup, Samuel Amiel. Monsieur Nahama, nous disions tout à l'heure, c'est un peu compliqué, par exemple pour des enseignants, un enseignant qui enseigne à Neukölln, qui est un quartier de Berlin, il est confronté à différentes communautés et à différents groupes qui n'acceptent pas tous le système, qui ne s'acceptent pas mutuellement. Votre fils est enseignant, pas à Berlin, mais dans une ville d'Allemagne de l'Est. Et autant que je sache, il a plutôt une expérience positive. Il a également une expérience positive de ce dialogue. Il est à Erfurt, donc dans une ville d'Allemagne de l'Est, où il y a de l'enseignement religieux juif dans un collège. Et ce sont principalement des élèves musulmans qui vont à ce cours de religion juive, qui s'intéressent au judaïsme. C'est une situation assez intéressante parce que ce sont les 2 dernières années avant le bac et c'est une note qui compte au bac. Et on voit tout simplement que les choses peuvent parfois être plus simples qu'on ne l'imagine a priori, mais peut-être peuvent-elles être par ailleurs plus complexes. Moi-même, je communique avec moi-même, nous sommes à 3 dans une école de Neukölln avec un pasteur et un imam. Nous
faisons un enseignement conjoint pour voir ce qui relève du rabbin, de l'imam ou du prêtre. C'est presque sur le mode du jeu. On dit, voilà, le kasher, ça concerne qui? Le rabbin, l'imam ou le prêtre. Alors, vous n'imaginez pas les mélanges et les confusions auxquelles on assiste. Je crois qu'il faut prendre les choses de façon assez tranquille et sereine. Il faut parler très normalement avec les élèves là-dessus. Mais toujours fermer le poing, montrer de l'index ou se crisper, ça ne donne rien. Il faut essayer de vivre les choses. Ça marche parfois, pas toujours. Et dans certaines situations, bon, il peut y avoir des échecs, mais dans cet enseignement à 3, je n'ai jamais eu de problème, ce qui ne veut pas dire que la semaine prochaine, je n'aurai pas une difficulté. On n'a jamais d'assurance. Une assurance, on n'en a nulle part. Donc, tout ce que l'on aborde de façon trop crispée, on peut les prendre de façon plus relaxée. Donc, nous sommes dans une situation où il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Et là, nous avons une question de l'un de nos spectateurs. Des associations qui rassemblaient les Allemands et les Juifs vivant en Allemagne pour discuter de tous ces sujets ensemble. Und diese Frage ginge dann auch erstmal an. Cette question s'adresse d'abord à Monsieur Nahama. Was an mich? Also, Monsieur Hanan ou à Monsieur... Non, la question, Monsieur Nahama, c'est est-ce qu'il existe des associations, des initiatives qui rassemblent des Allemands et des Juifs vivant en Allemagne? Bien sûr, cela existe, bien sûr. Mais franchement, c'est souvent des choses dont on dit ça part de bonnes intentions. Donc, s'il y a de bonnes intentions, ça se passe bien. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir de bonnes intentions et pas forcément de bons résultats. Et ces tentatives sont toujours honorables. Il faut les saluer, il faut les encourager. Parfois, ça va un petit peu trop loin. Ça va un petit peu trop loin. Alors, il ne faut pas tout de suite s'émouvoir en disant « aïe, 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 c'est de l'antisémitisme, Dieu sait quoi ». Non. Il faut simplement voir que nous vivons dans une société où beaucoup de choses peuvent échouer. La coexistence avec le voisin, quelle que soit son origine ou sa religion, peut être compliquée. Les échecs dans les relations peuvent avoir de multiples raisons, pas forcément religieuses. C'est souvent pareil à Berlin, à Bordeaux, à New York et à Tel Aviv. Et donc, moi, je suggère qu'on soit très serein, très relaxé. Il y a beaucoup d'approches, d'initiatives intéressantes. Elles ne sont pas toutes couronnées de succès. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une question qui... Il y a aussi une question qui concerne la laïcité française et la séparation de l'Église et de l'État en Allemagne. Vous en parliez dans votre introduction. Il y a donc un financement public en Allemagne de la formation théologique des rabbins à l'université de Potsdam. Et cette question se pose à nouveau parce que on veut former des imams à Osnabrück avec un financement qui peut être un financement du Land ou de l'État central. Et donc, les voix critiques disent qu'il y a un financement public d'activités religieuses, à savoir la formation d'imams, par exemple, lorsque cela arrange l'État. Mais c'est la même chose pour les chaires catholiques dans les universités. Ça fait partie de notre système en Allemagne. On peut le trouver bon ou mauvais, mais ça n'a rien à voir spécifiquement avec la communauté juive ou avec les associations musulmanes. Depuis l'époque de Weimar, comme je l'expliquais, ça a aussi des avantages.
c'est que ceux qui ont ce genre de formation ont un diplôme officiel et ne vont pas être un instrument de leur communauté religieuse. Alors bien sûr, on peut en débattre, mais ça ne concerne pas spécifiquement les communautés juives ou les associations musulmanes. C'est une question plus générale. Et la Constitution allemande a repris ces éléments de la République de Weimar et on peut avoir un questionnement plus général sur ces règles. Bon, peut-être que les choses changeront en République fédérale dans les prochaines décennies. On verra ce qu'il en restera pour ces soutiens financiers aux différentes communautés religieuses. Monsieur Ranan, vous vouliez demander la parole? Oui. Ce que je voulais dire, à propos de ces initiatives communes d'associer des juifs et des non-juifs, des initiatives d'amélioration des relations entre juifs et non-juifs. Le problème à cet égard en Allemagne est lié alors, je reprends. Au début, c'était sans doute différent, mais maintenant, dans ce genre d'association, d'initiative, on retrouve souvent des philosémites obsessionnels, des gens qui sont tellement obsédés par cette idée que pour telle ou telle raison, culpabilité historique ou autre, tout ce qui concerne le judaïsme, les juifs, Israël est forcément positif. Ça va parfois aussi loin que ce sont des gens qui sont totalement anti-palestiniens, par exemple. Et finalement, lorsque quelqu'un est obsédé par telle ou telle idée, on peut difficilement avoir une relation normale. Et c'est souvent le problème qu'on rencontre dans ce type d'association ou de mouvement. Je crois que, comme M. Nahama l'a dit très justement, je pense qu'il faut là faire preuve d'un petit peu de recul, de sérénité. Et au début, effectivement, il y avait peut-être moins ces attitudes un petit peu obsessionnelles. Et je voulais encore parler d'un autre point. Monsieur Nahama, bien sûr, vous avez raison. C'est celui qui parle le plus fort que l'on entend. Mais le problème, et ce n'est pas le fait que 250 000 juifs en Allemagne dénoncent l'antisémitisme et en veulent davantage. Non, c'est pas ça. Mais ce sont les institutions qui tiennent ces discours. Et les institutions, on les entend. Et le journal juif est financé par le Conseil central des Juifs. Si vous lisez cet organe, vous voyez un tableau un peu problématique et même fâcheux. Oui, mais lorsque vous ouvrez le journal d'une église, vous aurez les militants qui favorisent telle ou telle position. Vous avez des lobbyistes partout. C'est aux autres de voir comment ils veulent se positionner. Il y a toujours des fous. Bon, c'est comme ça. La moitié du monde est composée de gens qui sont fous. Mais si ça vous plonge dans le désespoir, tout ce que vous serez, c'est malheureux. Bon, il y a bien sûr des gens qui veulent toujours la ramener, mais des gens qui la ramènent, vous les trouvez partout, vous les trouvez dans le foot, vous le trouvez dans les communautés juives, c'est comme ça. Alors, je regarde la montre, l'heure tourne, donc j'aimerais
parler d'un domaine un peu plus concret, ce sont les mouvements migratoires ou de déplacement. Nous savons qu'en Allemagne, il y a eu une augmentation des communautés juives en raison de l'immigration en provenance de l'ex-Union soviétique, lorsque a été créée la Fédération de Russie et lorsque la législation allemande a permis aux personnes d'origine allemande, aux Allemands de souche de venir en Allemagne. Il y en a 200 000 qui sont revenus en Allemagne et qui ont renforcé les communautés juives jusqu'à l'an 2000. Après, ça s'est un petit peu stabilisé. Mais il y a 200 ou 300, 250, il y a plus de 100 000 ou 200 000 juifs qui ont immigré entre 1990 et 2004. Et ceci a eu un impact sur l'évolution des communautés juives en Allemagne. Monsieur Nahama, par quoi cela se traduit-il? Bien, oui, c'est ce que vous avez expliqué lorsqu'il y a des migrations. Il y a toujours des frictions entre ceux qui étaient là avant et ceux qui arrivent. Ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Alors, ça a commencé au début des années 90, ça date de plusieurs décennies. Nous avons maintenant une nouvelle génération qui a grandi et ceux qui font le choix d'être membres d'une communauté juive ont plutôt une orientation assez religieuse et il y en a d'autres qui préfèrent ne pas appartenir à une communauté juive. Ils ont plutôt une orientation culturelle ou historique. C'est comme ça. Là encore, c'est des évolutions semblables qu'on voit dans l'Église catholique ou protestante. Il y a des gens qui quittent l'Église, qui entrent dans l'Église. Certains vont vouloir, par exemple, être inhumés dans un cimetière confessionnel. Bon, écoutez, c'est la vie religieuse en Allemagne, dans un pays essentiellement laïque, et qu'il s'agisse d'une communauté juive, catholique, évangélique, musulmane, ceux qui ont une relation personnelle avec leur tradition, ils vont s'inscrire dans ce type de mouvement. Et puis, il y en a d'autres qui n'en font pas partie. Alors, le docteur Aouizerat a parlé de déplacements régionaux, de mouvements régionaux. On va lui donner la parole dans un instant. Vous avez dit que ces dernières années, on a vu un phénomène migratoire de jeunes immigrants israéliens qui s'installent dans des grandes villes en Allemagne. Mais qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à venir en Allemagne? C'est à moi que vous demandez la question? Enfin, j'en connais, mais les raisons sont très diversifiées. Il y en a qui trouvent des perspectives professionnelles plus intéressantes en Allemagne, plus intéressantes en Allemagne qu'ailleurs. Il y en a qui viennent parce qu'ils pensent qu'une dimension, que pour des raisons historiques, une partie de leur famille vient d'Allemagne, mais la raison principale, c'est sans doute que Berlin est à la mode. Et le jour où Berlin passerait de mode, ils iraient peut-être ailleurs. Alors, je ne les connais pas spécialement, ils ne font pas partie de la communauté juive, ils ne viennent pas à la synagogue. Et quelqu'un qui n'affiche pas son judaïsme ou le fait qu'il est israélien, comment voulez-vous que je sache qu'il est juif ou pas? Bon, ça ne mène nulle part. Il faut simplement dire que les statisticiens de l'Office statistique en savent plus. Monsieur Aouizerat, vous avez peut-être fait un autre constat concernant votre ville, votre communauté bordelaise. Vous avez dit
qu'il y a un mouvement migratoire assez net, notamment en provenance de Paris? Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle, nous, tout simplement dans les provinces, une alia interne. Comme vous le savez, il y a eu une alia externe vers Israël ou vers les États-Unis ou le Canada au moment des événements, comme vous le savez, pour des problèmes sécuritaires essentiellement à Paris. Et aujourd'hui, on constate dans nos petites ou moyennes communautés comme Bordeaux que de nombreux couples viennent. Bon, il y a des améliorations évidemment, il y a la qualité de la métropole. Monsieur Nahama parlait de Berlin. Je peux aussi envoyer quelques fleurs sur Bordeaux qui a été mis bien entendu à l'honneur dans plusieurs magazines. Mais on remarque effectivement, alors on parlait des Israéliens, les Israéliens existent aussi et habitent aussi à Bordeaux. On les voit parce qu'il y a quelques restaurants, comme chez vous, Monsieur Nahama, à Berlin. Je sais qu'eux, ils ont même un journal, je crois, qu'ils ont édité. Mais sur Bordeaux, nous avons quelques restaurants israéliens. Nous avons des Israéliens qui s'occupent du tourisme également. Et effectivement, on ne les voit pas à la synagogue, hein, parce que je sais que la synagogue et les Israéliens, ça fait deux. Mais aujourd'hui, effectivement, nous avons avec pas mal de familles, et d'ailleurs orientées à la fois sur le plan religieux et moins religieux, de nouvelles familles parisiennes ou marseillaises qui viennent s'installer sur Bordeaux, parce que nous avons une vie juive qui a tous les éléments, en tout cas pour avoir une vie juive à peu près sereine, et pour l'instant, j'espère que ça va continuer au niveau sécuritaire, mais également, nous avons tout ce qu'il faut avec des lieux de culte, avec des installations qui permettent de vivre son judaïsme tout à fait tranquillement. Et pour revenir juste sur un petit point, si vous permettez, que vous avez abordé récemment, tout à l'heure avec M. Ranan, je voulais dire que c'est vrai que la sérénité que vous dégagez, M. Nahama, je la retrouve un petit peu à Bordeaux, parce que tout simplement, je pense que c'est l'attitude que nous devrions avoir en France, où parfois, quand il y a des éléments aigus, des attentats, nous tombons vite dans des raidissements et dans les relations que nous avons entre les différentes communautés. Et aujourd'hui, sur Bordeaux, nous essayons d'avoir ces bonnes relations entre nous, et je pense que la grande majorité du pays, en France, a cette volonté-là. Après, c'est vrai que imposer ses traditions, ses cultures à son voisin français, ça pousse évidemment vers des nationalismes ou vers des populismes qui sont tout à fait néfastes. Donc j'avoue que votre position me plaît bien. Et aujourd'hui, ce que nous défendons, en tout cas dans le cadre du consistoire de Bordeaux, c'est une ligne modérée d'un judaïsme qui reste orthodoxe et consistorial, mais qui reste dans une ligne du centre, d'une ligne traditionnaliste, où celui qui est religieux, moins religieux ou très religieux se retrouve. Et je pense que c'est un élément positif qui fait que c'est attractif à la fois pour les Juifs, mais également c'est encourageant pour les communautés voisines. Voilà Alors, il y a encore une question qui nous a été posée. Si tout est si tranquille et serein à Bordeaux, je viendrai volontiers vous voir. Moi, je suis pour des relations simples. Avec plaisir, mais vous viendrez avec M. Ranan, j'espère. Ich kann's nur sehr gerne. Très volontiers. Je ne peux que conseiller la ville de Bordeaux. J'y étais en septembre. Parfait. C'est accepté. Non, il n'y a plus de questions du public. Bien. Donc, nous n'avons plus de questions du public. Donc, nous avons vu que tous les participants à nos échanges plaident pour le maintien, pour le renforcement du dialogue, que ce soit Monsieur Amiel, Madame El-Kaïm, Monsieur Awizerat ou Monsieur Nahama. Vous estimez tous que ce qui est important, c'est que le dialogue continue d'avoir lieu. Monsieur Awizerat en a parlé, Monsieur Nahama l'a dit également, coopération avec les représentants d'autres religions. Et ce qui est particulièrement important, c'est le travail pédagogique, le travail d'enseignement dans les écoles qui est très important. Et Madame El-Kaïm l'a souligné.
Je pense que c'est un bon leitmotiv que nous pouvons retenir de ce débat. Si vous pensez qu'il y a finalement relativement peu de concitoyens juifs, aussi bien en France qu'en Allemagne, il y en a en pourcentage un peu plus en France qu'en Allemagne, il n'en est pas moins important de rester très vigilant à l'avenir pour certaines choses qui sont gênantes dans la coexistence entre les uns et les autres. Il est important que la compréhension des jeunes pour les autres religions soit encouragée. Et ça, c'est une tâche extrêmement difficile parce que nous connaissons la situation présente en la matière. Donc, je pense que nous pouvons conclure cette discussion. Je voudrais remercier toutes les participantes, tous les participants pour le temps que vous nous avez consacré, pour votre travail préparatoire, pour l'effort que vous avez consenti en participant à ce débat. Et je pense que la comtesse von Rödern va peut-être dire un petit mot de conclusion et je lui laisse la parole. En fait, je voulais d'une part remercier vivement tous les participants pour notre petit consulat. C'était quelque chose de difficile, mais je suis encouragé du succès de cet échange. Il faudrait le répéter, mais je voudrais revenir un petit peu à mon expérience et revenir à ce qu'a dit Madame El-Kaïm à propos des élèves, des scolaires. C'est mon expérience. Lorsqu'on emmène les enfants, les jeunes, lorsqu'on leur raconte ce qu'on a vécu. J'ai participé à un Stolperstein à Libourne et il y avait une classe d'école qui était là. Ou bien lorsqu'on a célébré le centenaire de la Première Guerre mondiale, pour moi, l'une des plus belles expériences, c'était un élève de 11 ans de CM2 qui a demandé si c'est la France qui avait commencé la Première Guerre mondiale et j'ai dû répondre que non, c'était l'Allemagne. Mais l'intérêt manifesté par ces élèves, ils ont travaillé sur des tranchées, par exemple. Donc, si on ne se contente pas, et comme M. Naham l'a dit, si on ne se contente pas de leur présenter les horreurs du passé, si on leur montre quelle a été l'expérience des enfants, ce qui m'a beaucoup ému, j'ai été en poste aux Pays-Bas et il y a une manifestation où des enfants ont fait la lecture de noms d'autres enfants et l'âge à laquelle ils sont morts. Donc pour moi, dans toutes ces célébrations mémorielles, ce que je trouve toujours très positif, c'est que ces célébrations mémorielles sont toujours orientées sur l'avenir. On ne veut pas toujours regarder seulement dans le rétroviseur, on se projette vers l'avenir. Et finalement, et comme je le disais au début, ce qui prime, c'est que les générations futures puissent également vivre dans la paix. Merci à toutes et tous. Merci pour cet échange extrêmement intéressant. Je voudrais également remercier ceux qui sont dans la coulisse, Madame Pionneau qui a tout organisé. Merci à Laila qui a fait le chat. Et nous sommes très heureux de tous ces échanges. Et merci aux participants, aux intervenants qui ont bien voulu participer. Merci à toutes et à tous. Merci à notre public, à nos spectateurs, à nos spectatrices, parce que ceci nous motive. Eh bien, nous vous souhaitons une belle soirée et vous disons au revoir.